Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. On en parlait avec Guillaume Roquette dans la précédente émission. Que doit faire LR aux prochaines élections? Eh bien, quelques éléments de réponse avec un nouveau sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. On débriefe, on commente dans un instant avec Alban Saint-Joigny de Backbone. En plateau aussi, Dominique Régnier qui viendra nous parler d'une étude passionnante et très éclairante sur la dénatalité en France et en Italie. C'est une étude bien évidemment de la Fondapol. On reviendra aussi en fin d'émission sur la situation au Proche-Orient avec le politologue Sami Cohen, spécialiste de l'armée israélienne. Son dernier livre est absolument passionnant, tout comme son point de vue. Bonjour Alban Saint-Joigny. Bonjour. Question naïve, est-ce que les Français se passionnent pour les prochaines élections municipales? Écoutez, c'est encore assez lointain pour les Français. Faut savoir que là, on parle de quand même mars 2026, donc c'est toujours pas très réaliste ni tangible. On voit le sujet quand même qui commence à monter puisque les candidatures possibles, en tout cas, commencent à s'afficher. Donc la marque d'intérêt commence à augmenter avec des grands noms qui commencent à sortir. On pense à Lyon notamment, où la candidature de Jean-Michel Aulas fait frémir, et surtout sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, et c'est ce que montre le dossier qui est aujourd'hui à lire dans l'édition papier de ce vendredi du Figaro, un dossier sur les municipales, l'un des intérêts monte par un secteur que vous connaissez, c'est précisément les réseaux sociaux. C'est un théâtre de l'action, du commentaire en tous les cas, de l'action municipale. Oui, alors tout à fait. Alors il y a différentes plateformes où on va voir justement les sujets locaux qui vont s'exprimer davantage. Facebook est le cas, beaucoup plus que X dans cette configuration-là, puisque les municipales, c'est avant tout de l'ultra-local, de la proximité avec son maire, et donc il y a souvent des groupes dans les communes rurales, les petites villes, pour justement partager son ressenti sur ce qui se déroule dans sa ville. Donc Facebook est davantage, en termes de plateforme, on va dire, le lieu de la centralisation des messages et des conversations sur l'action de sa ville autour des municipales. Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'attention qu'on peut porter à l'action municipale ? Oui, alors tout à fait. Il y a toutes les remontées en fait de terrain, parce qu'en fait, si vous regardez, en fait, c'est très facile quand il se passe quelque chose en fait, dans votre ville, tout de suite vous pouvez le poster en fait dans un groupe, typiquement des déchets dans la rue, une photo sur un groupe pour interpeller directement les élus de sa ville, sa commune. Donc le sujet est effectivement assez présent sur ce dispositif-là. Dans une des leçons, en tous les cas, du sondage Odoxa Backbone Consulting, même si le scrutin est éloigné, c'est que les Français comptent aller voter majoritairement en fonction d'enjeux locaux. Oui, tout à fait. Alors, ils sont 59% de Français à déclarer qu'ils iront voter pour des enjeux locaux. C'est d'autant plus vrai chez les seniors et dans les communes rurales. Plus la commune est petite, plus les enjeux locaux prédominent, on va dire. Et c'est aussi, quand on va regarder l'affiliation politique, la couleur politique des différents sympathisants, il en va de même. Il en va de même, c'est-à-dire que les enjeux locaux vont prévaloir sur les enjeux nationaux, à une peut-être exception près, qui est des sympathisants de la France insoumise. On va regarder, eux, les enjeux nationaux vont davantage prévaloir que les enjeux locaux. Alors, il y a une manière de l'expliquer, c'est la très faible présence de maires issus de la France insoumise en France. J'ai regardé, il y a 46 mairies qui aujourd'hui sont de coloration la France insoumise. Ce qui représente, pour vous donner une idée, 0,02% des communes en France sur les 35 000 communes. Donc forcément, pour eux, l'enjeu local est moins fort. Ils s'intéressent davantage aux questions nationales. Alors justement, on va y revenir parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements sur la France insoumise et le rapport des électeurs de gauche au parti de Jean-Luc Mélenchon.
question préalable. Ce qui est très intéressant, c'est que la figure des politiques est quand même très décriée. On en parlait encore hier avec Béatrice Brugère par rapport à la figure des magistrats, en sachant qui subissait le plus de défiance de la part de l'opinion. En revanche, surnage parmi les politiques, encore une fois, on en a la confirmation, on le sait depuis des années, mais c'est encore confirmé cette année, c'est la figure, la personnalité du maire qui reste très appréciée des Français. Oui, tout à fait. Alors le maire, ça reste vraiment l'élu préféré des Français. 63% des Français le disent. Dans un contexte, comme vous le rappelez, où la politique atteint des niveaux de défiance très élevés. Alors pourquoi tout simplement parce que ça reste un agent de la proximité. Ça reste quelqu'un à qui on peut aller parler, qui agit dans le concret, qui prend tout de suite en considération ce que vous allez lui dire. Et donc forcément, les liens, on va dire, de proximité entre un maire et ses électeurs, ou en tout cas les habitants d'une ville, prévalent largement. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde en fait les différentes typologies d'élus et de personnalités politiques, donc le maire est à hauteur de ce que je disais, 63%, les députés sont à 40% de confiance, et ensuite le Premier ministre, puis le Président, qui atteint évidemment des sommets, vous l'aurez compris, plus on augmente en impact, on va dire, national, plus les enjeux sont macro, moins on se sent en confiance, en tout cas les Français se sentent moins en confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que même, effectivement, même à l'intérieur en tous les cas de la figure municipale, ce sont plutôt les maires des petites communes. Plus la commune est petite, plus l'affection est grande. En revanche, c'est inversement proportionnel à la taille de la ville. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Et en plus, alors on constate aussi un autre phénomène qui n'est pas forcément ici dans le sondage, mais qui est celui de l'épuisement des maires, celui du burn-out des maires. Il y a une vraie tendance en ce sens, où un tiers des... C'est une discussion qui revient dans les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il y a une vraie inquiétude qui est en train de monter parmi les différents sujets discutés en lien avec les municipales sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai sujet sur l'inquiétude de voir son maire se représenter. Parce que un certain nombre de maires se sentent épuisés. Il y a plus d'un tiers des maires qui déclarent être au bord de l'épuisement, donc ils ne sont pas sûrs de vouloir se représenter. Et ce lien, donc, comme on le disait, c'est une vraie figure de proximité. Les Français et donc les habitants des différentes villes aiment leur maire, on peut le dire. Et il y a cette inquiétude, effectivement, de ce point de vue-là. Ouais. Parmi les leçons, justement, on en discutait, et donc cette question de LFI, les sympathisants de gauche ne veulent pas s'allier à LFI, en tous les cas dans leur majorité. Oui, tout à fait. Là, ça rejoint alors... C'est un peu l'expression de ce que l'on peut retrouver dans le cadre politique au sens large. Aujourd'hui, quand on voit encore qu'il y a une réunion des différents partis de la gauche ce mercredi dernier autour de Lucie Castet, et la France Insoumise n'était pas invitée, ou en tout cas n'a pas voulu non plus s'y rendre. Donc on voit qu'il y a un vrai morcellement à ce niveau-là. Il y a une volonté, oui, effectivement, de faire alliance à hauteur de 59% sur l'ensemble des tableaux, mais ce chiffre reste très proche quand on exclut la France Insoumise. Ah oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que on va peut-être revoir justement ce que ces résultats. L'ensemble des partis politiques de gauche et en tous les cas la volonté des sympathisants des partis de gauche hors LFI sont favorables à une union, même si elle est sans LFI, pour le coup. Oui, bien sûr, puisque ça rejoint le contexte national. Le coup, il y a un vrai rejet, notamment de la part des sympathisants socialistes à l'égard de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui incarne aujourd'hui tout ce qu'ils ne veulent pas que la gauche incarne. Et en revanche, ce qu'on peut noter à contrario, et qui est assez intéressant pour le souligner, c'est que 84% des sympathisants LFI, eux, sont favorables à voir une alliance de gauche, puisque, alors c'est une explication à cela, qui pourrait être qu'ils ont un tel faible ancrage local qu'ils ont absolument besoin de l'alliance, de cette alliance avec les autres partis de gauche pour pouvoir accéder à différentes mairies. Ce qui est intéressant, et ce qui sera intéressant à observer par rapport dans ces prochaines élections, c'est la place du Parti socialiste, qui jusqu'à présent était un
parti supplétif depuis quelques années, et depuis en particulier les élections législatives de 2022, et qui peut peut-être retrouver une place centrale en raison de son ancrage local. Tout à fait. Et on le voit d'ailleurs depuis l'explosion totale du multipartisme à deux partis dominants, avec ces trois blocs, donc extrême gauche, centre et extrême droite. On le regarde d'ailleurs sur les dernières élections municipales, que ce soit du côté LR ou du côté PS, ils gardent vraiment cet ancrage local. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la répartition RN, LFI et même bloc central, on va dire le camp présidentiel Renaissance, ils ont très peu d'élus en local. À droite, maintenant, les sympathisants LR sont intéressants à observer, notamment parce qu'ils aimeraient que LR puisse gagner seul en majorité, mais ils ne sont pas opposés aux alliances. Ce qui est très intéressant, ce sont les résultats que l'on va voir justement sur le graphique, en tout cas l'ensemble des graphiques de gauche, sur la question de savoir la question des alliances, à la fois avec les macronistes et avec le Rassemblement national. Et à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une majorité de sympathisants LR favorables à une alliance, aussi bien avec les macronistes et le bloc central qu'avec le Rassemblement national. Bon, la question, c'est de savoir si ce sont les mêmes à chaque fois. Alors ça, c'est assez difficile de le dire, parce qu'il y a un vrai clivage, même au sein des sympathisants de droite et des sympathisants LR. Alors vous regarderez aussi et vous constaterez que ce soit du côté du camp présidentiel ou du RN, ils veulent absolument faire alliance avec LR, qui a toujours un ancrage local très très fort. Et c'est là où... Ce qui est intéressant pour LR, c'est que si il y a une alliance avec tel ou tel, en tous les cas... il y aura une majorité de sympathisants qui sera favorable. Exactement, dans un sens comme dans l'autre. La question, c'est quel choix fait LR par rapport à ça ? Voilà. Et alors là, il appartient vraiment à chaque sympathisant de savoir là où il se positionne, puisqu'on voit qu'en ce moment la ligne politique même du parti est encore assez hésitante, essaye de se sortir justement de la Macronie et du macronisme pour pouvoir justement retrouver sa ligne politique et ses valeurs. Il y a une autre leçon, c'est que la sécurité j'ai l'impression de revenir en 2001. À l'époque, c'était d'autres élections municipales, et déjà la sécurité était la première préoccupation des Français, et ça n'a pas changé, en tous les cas pour ces prochaines élections municipales. Non, ça n'a pas changé, c'est toujours l'enjeu prioritaire, en tout cas pour les Français. 55% y voient un enjeu effectivement prioritaire, c'est plus 4 points par rapport à juin, donc ça continue de monter. Il faut savoir que les réseaux sociaux participent énormément à cette tendance de sentiment d'insécurité. Vous l'avez vu encore il n'y a pas si longtemps, on voit des kidnappings dans Paris. Alors certes, c'est des entrepreneurs de crypto-actifs, mais c'est quand même assez sensationnel. Et on se dit, mais ça pourrait arriver peut-être à n'importe qui. Il y a eu, on se rappelle, l'été 2023. Est-ce que les statistiques aussi ne vont pas aussi dans ce sens ? Alors probablement, oui, effectivement, mais il faut aussi regarder, voir, il y a les émeutes aussi de 2023 qui ont largement aussi alimenté ce sentiment où avec les banlieues c'était embrasé, on s'en souvient. Et alors ça vaut essentiellement pour les grandes agglomérations. Il y a ce sentiment d'insécurité qui prédomine. Et donc ensuite on voit que les autres enjeux, l'environnement, donc l'écologie arrive en second lieu, et notamment on voit avec les épisodes caniculaires tels que la France vient de le traverser. Sont des sujets qui remontent. Après, ça reste très circonscrit à des périodes estivales. Ensuite, l'éducation. Mais effectivement, la sécurité reste toujours, puisqu'il y a aussi une course, on va dire, aux faits divers, qui est largement relayée. C'est intéressant de vous entendre parler. On en parlera peut-être avec Dominique Régnier après, même si on parle d'un autre sujet. Mais la question sécuritaire... effectivement, on en vient. Il y a tout un débat à savoir, effectivement, est-ce que les réseaux sociaux en font trop ? En tous les cas, ce qu'on observe, c'est quand même
que les statistiques, elles aussi, montrent quand même une montée de l'insécurité, notamment, puisque vous citiez Odoxa, le baromètre Odoxa sur la sécurité et en particulier sur les craintes des Français lors des vacances d'été le confirme. C'est-à-dire quand même qu'il y a quand même il y a de la statistique, et puis il y a quand même des nouveaux phénomènes. Alors effectivement, il y avait les enlèvements en pleine rue, mais il y a la question des homejacking aussi, qui revient quand même assez souvent. On a peu parlé dans les médias, mais enfin il y en a eu, notamment, on a découvert ça au moment des violences qui ont suivi la victoire du PSG. Tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Et quand vous regardez, il n'y a pas si longtemps, ce qui s'est passé à la suite de la victoire du PSG en Ligue des Champions, le niveau, enfin, on a presque on a les violences dans les rues, mais on a eu également des violences qui ont été moins vues, mais il y a eu des homejacking ou bien tout à fait, un regain de cambriolage. Oui, voilà, un regain de cambriolage, des vitres explosées de devantures de magasins, enfin des scènes vraiment très chaotiques et qui ont été largement partagées, relayées sur les réseaux sociaux, en plus d'avoir fait la part belle dans les médias. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, et peut-être aller ce sera ma dernière question, ça peut contribuer à ce débat, de savoir est-ce que c'est les réseaux sociaux qui favorisent ce sentiment-là, c'est qu'on voit que ce sentiment, en tous les cas, il est très fort. Certes, à droite, ou dans les premiers segments, il est le premier, en tous les cas, c'est la première réponse pour plusieurs catégories de sympathisants de droite, mais également à gauche, il est fort. Ouais, tout à fait, ouais. Alors davantage chez les sympathisants du Parti socialiste. Oui, qui le classe en numéro 1. Oui, qui le classe en numéro 1. Même si c'est minoritaire, mais comme les Insoumis, le RN et les Républicains. Ouais, les sympathisants macronistes, le RN et les Républicains. Oui, exactement. Donc on voit qu'il y a quand même cette tendance sur les, on va dire alors peut-être hors RN, mais on va dire du bloc central large, allant du PS à LR, en prenant tous les sympathisants de ce qui se passe au milieu. Où effectivement, ça reste l'enjeu prioritaire pour tous. Merci beaucoup Alban Saint-Joigny. Le sondage Odoxa Backbone Consulting est à retrouver sur le site du Figaro, sur le site de Backbone et bien sûr le site d'Odoxa. Dans l'actualité, on en parlait, cette note de la Fondapol qui étudie les opinions des Français et des Italiens sur la dénatalité. L'étude tente d'ailleurs de répondre notamment à la question comment enrayer le déclin. Voici ce que notait à ce sujet l'essayiste Maxime Sbailly, qui a consacré un livre à cette question. Il est venu nous en parler à la fois ici et également sur le plateau de notre consoeur du club Le Figaro, Idée Eugénie Bastier. En termes de natalité, il y a beaucoup d'interrogations, très peu de certitudes et pas de solution miracle. En tout cas, ceux qui vous donnent la solution miracle, c'est des charlatans, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est vrai, dans ce livre, je fais un peu un tour du monde démographique et j'essaie de regarder comment font les autres pays, parce qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à ça. Comment font les autres pays qui sont confrontés à la dénatalité, qui dure et qui, du coup, économiquement, commencent à être très contraints. Donc, vous avez ceux qui misent tout sur la procréation, qui, en fait, ils mettent tout dans les bébés, ils veulent des bébés, donc ils mettent le paquet, il y a des prêts bonifiés, des exonérations fiscales, certains pays font même des chèques directement. En Russie, vous avez des régions qui font même des fêtes de la procréation, c'est un jour férié où on incite très fortement les jeunes couples à rentrer chez eux, et si au bout de 9 mois c'est fécond, vous gagnez un frigidaire, une voiture. Voilà. Singapour a essayé de faire la nuit de la conception aussi. Bon, tout ça n'a eu aucune incidence sur les taux de natalité. Alors, bonjour Dominique Régnier. Bonjour Vincent Roux. Alors, les mesures que cite Maxime Sbailly, que vous citez dans votre étude passionnante, on va y revenir, ces mesures en faveur de la natalité qui sont prises par les différents gouvernements ne sont pas couronnées d'efforts, vous confirmez ? Je confirme, oui, c'est un sujet passionnant, y compris de ce point de vue-là, les politiques publiques, l'action sur les couples, les ménages, les familles pour inciter à avoir des enfants ou plus d'enfants reste presque sans effet malgré les tentatives diverses qui ont pu être faites. Alors, ça peut être le fameux cas russe ou hongrois, enfin tout est cité, mais rien ne marche. Une politique familiale peut-elle néanmoins relancer la natalité ? En tout cas,
Je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt prendre le problème, c'est-à-dire quel est le degré de mobilisation d'une société sur cette affaire-là. Il me semble que c'est là qu'il y a peut-être une piste pour identifier les raisons d'une faiblesse dans ces actions publiques. C'est très sectoriel, c'est une action très particulière, très ciblée, et finalement, ça ne met pas la société dans une sorte d'état collectif, hein, de désir d'enfant et d'accueil des enfants, y compris des enfants des autres. Hein. Je note, comme chacun d'ailleurs peut le faire aujourd'hui, qu'il y a si peu d'enfants que lorsqu'il y en a un ou deux dans un lieu où nous nous trouvons, il ne manque pas de personnes pour s'en exaspérer assez vite. Hein. Donc c'est toute une société qui doit être accueillante et pas simplement l'État avec des politiques spécifiques pour des parents C'était la question. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que le problème n'est pas avant tout culturel, justement, quand on voit le succès du mouvement No Kids? C'est pas un succès, hein. Non, moi je pense que c'est... Non, là, je pense... pardon. Moi je pense que No Kids, c'est... totalement... alors je pense que c'est bidon même. Hein. C'est-à-dire c'est une espèce de thème public, comme nous en avons le secret, c'est-à-dire c'est porté dans un monde particulier, très métropolitain, très CSP+, diplômé... voilà, mais ça se présente, ça occupe une place très disproportionnée dans la discussion publique et dans les thèmes qui sont présents. Ça ne correspond pas du tout, puisque nous, ce que nous mesurons, et on n'est pas les premiers à le mesurer, c'est que 70% en France, comme en Italie d'ailleurs, des moins de 35 ans veulent un enfant, et 75% dans les deux cas de ceux qui ont déjà un enfant voudraient au moins un de plus, voire davantage. Donc il n'y a pas du tout ce No Kids, et il n'y a pas de relation avec la question environnementale. Il peut y avoir une relation, par contre, avec le confort personnel d'une existence. Le confort n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est le fait qu'on a une existence seule ou en couple, et au fond on s'est organisé pour que la vie soit à peu près douce, et on pense que l'enfant est un problème qui va nous causer beaucoup de soucis, ce qui d'ailleurs est vrai aussi, c'est pas tout à fait faux, mais ça peut. Justement, est-ce que, enfin, en tout cas dans le référentiel, dans l'imaginaire, dans le référentiel culturel, le problème n'a-t-il pas été aussi économique? Est-ce que précisément il y a eu tout un discours économique également, où l'enfant est vu comme un appauvrissement, et l'abondance démographique, selon l'adage, qui a été victime d'un adage, c'est de dire plus on sera, moins on aura. Oui, c'est bon. Moi, j'ai une réaction comme ça toujours, parce que je pense pas d'ailleurs que ça me soit propre. Hein, mais l'enfant est un enrichissement, c'est évident. Hein. Je sais qu'on joue sur les mots. Hein, enfin, en tout cas, je vois bien les deux sens du mot enrichissement. Mais c'est une telle richesse, un tel apport. Qui probablement d'ailleurs ne se partage pas suffisamment avec l'ensemble. C'est là que je trouve que la société n'est pas en quelque sorte mise en éveil. Hein. Et c'est là que je trouve que nous avons, d'ailleurs nous mesurons ça, un défaut absolument catastrophique, enfin très frappant, d'engagement des politiques. Ça n'est pas porté, ce sujet, par des politiques. Personne ne porte ça. Est-ce que non seulement, Dominique Régnier, non seulement ce n'est pas porté, mais surtout ça a été détricoté? Est-ce que finalement la politique familiale n'a pas été victime du même détricotage à la fois intellectuel et législatif, réglementaire aussi parfois, que le nucléaire, par exemple? Ah ouais, on peut dire cela. Alors pour la politique familiale, le détricotage résulte d'une confusion des registres ou d'une imprécision des stratégies, c'est-à-dire que si on veut soutenir les familles avec une politique publique, c'est un objectif. Si on veut faire de la redistribution, c'est un autre objectif. Quand on mélange les deux, on s'y perd, et à la fin on arbitre en faveur de la redistribution, ce qui n'a pas d'effet positif sur la natalité, voire des effets négatifs. Mais si je peux, Vincent Roux, juste là-dessus,
c'est un immense sujet, hein, parce que nous n'avons pas de représentation politique ça n'est pas porté, ce sujet n'est pas porté. On a le sentiment que c'est réactionnaire, que c'est sexiste, que ça, et c'est pas faux qu'à la fin ça crée une charge qui pèse plus sur les femmes que sur, même en 2025, ça n'a pas beaucoup changé tout ça. Donc il y a des problèmes de ce type, il y a des réponses à ça aussi quand même, mais c'est pas porté politiquement. La classe politique a peur de se ringardiser ou de s'attaquer à un problème qui les dépasse. Mais par contre, nous avons l'inverse, moi qui me frappe beaucoup, c'est l'envahissement dans notre société d'un discours que moi je qualifie de morbide, où nous n'avons plus de parole pour la joie d'avoir des enfants, le bonheur d'en avoir, outre l'intérêt pour la redistribution future, etc. Et au contraire, nous avons un discours où on parle énormément de retraite, de dépendance, d'euthanasie maintenant, et puis bientôt de crémation. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus aucune... Le discours public, si vous écoutez, c'est fascinant. Hein. C'est vraiment l'effacement, l'auto-effacement, le renoncement à tout, même au simple fait de transmettre l'existence quand on peut le faire. Mais donc c'est une société qui va très mal, ça. Hein. Alors c'est une société qui va très mal, mais pourtant, est-ce que ce n'est pas une société qui est allée au bout d'une logique, qui était une logique qui date de la fin des années 60, qui est une logique hédoniste et qui a visé à ringardiser tout discours promouvant la vie, promouvant le don, promouvant la famille, soit en le diabolisant, en le péténisant, soit en le ridiculisant, en préférant l'hédonisme, finalement, à la vie. Ce sont les facteurs culturels qui comptent. Je trouve aussi, moi, que l'enfance, l'enfant, la famille, qui sont des unités sociales absolument fondamentales, et je dirais vraiment universelles, même si les formes varient dans le temps et dans l'espace, mais ça n'est pas porté médiatiquement. On peut le voir en France, c'est pas porté dans les médias, dans le cinéma, c'est marginal. Les politiques ne s'affichent pas avec leurs enfants. Dans le cinéma, par exemple, votre exemple est intéressant parce qu'on voit quand même que tout ce qui est famille nombreuse et finalement, est-ce que finalement Étienne Châtillès dans La Ville est un long fleuve tranquille n'a pas tué la famille? Non, il n'a pas fait ça, mais il est sans doute, avec son mode d'expression, un symptôme, une illustration, un signe. Sans doute d'ailleurs en avait-il le sentiment, la conscience, je pense, je ne sais pas du tout, mais que c'est cette réalité absolument structurante de nos sociétés entrait dans une phase peut-être ultime de son histoire. Mais nous sommes quand même... Regardez, nous arrivons à une situation aujourd'hui, avec tout cela, qui est que nous avons une société française, nous parlons de la société française, c'est la même chose en Italie, où nous voulons cependant... outre que nous faisons moins d'enfants. Alors, est-ce que nous voulons moins d'enfants? Je ne sais pas, mais nous en faisons beaucoup moins. En 2026, il y aura plus de décès que de naissances en France. Après, c'est fini, parce que vous avez moins de filles qui naissent. Donc, même si elles ont un taux de fécondité qui se maintient, de toute façon, le déclin est écrit. C'est quand même assez impressionnant. Mais vous voulez, la même société veut quand même la même redistribution, la même retraite et la même identité nationale. C'est invraisemblable, ça. Et donc, il y a une espèce d'incohérence collective que les politiques laissent complètement, je dirais, prospérer, si on peut parler de prospérité en la matière, sans qu'il y ait des clivages, par exemple, entre ceux qui proposent une politique familiale et la possibilité ensuite de redistribuer, de faire vivre ce collectif à travers des politiques publiques spécifiques, et les autres qui diraient, écoutez, nous, non. On est plus sur une politique individualiste, on va réduire les impôts, favoriser l'individu ou le couple, et puis le reste, on fera autrement. Ça ne correspond pas à un clivage, c'est un discours complètement embrouillé, où aucun acteur lourd, aucun acteur politique qui compte, visible, n'articule ces différents éléments et ne choisit entre eux pour ne pas avoir de contradiction. Et donc vous entendez tout et n'importe quoi de la bouche de la même personne. Et il ne suffit pas de dire, comme j'ai pu l'entendre de la part du chef de l'État, c'est bien qu'il l'ait dit, mais il faut se réarmer démographiquement. On ne lance pas ça comme ça pour ensuite imaginer que ça a des effets. Erdogan lui-même,
qui voit sa population décliner, s'est montré à la télévision en pleurs. Je ne sais pas si vous venez de moi. Il était en larmes. Il disait aux Turcs, faites des enfants. Ils ont un taux de fécondité qui est à peu près le nôtre aujourd'hui. Or, c'est un pays très religieux. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de tout ça. Mais c'est pas parce que vous allez pleurer devant les populations que vous allez avoir des enfants, ni parce que vous allez leur demander de se réarmer que vous en aurez. Donc, il faut une société qui est d'abord porteuse d'espoir, porteuse d'un horizon, dans lequel on inscrit le désir du futur, les enfants qui vont y contribuer. On en parlait hier, ici même, avec Guillaume Roquette. Il y a un point très intéressant de votre étude, c'est la réponse des opinions publiques à la question « L'immigration est-elle un recours contre le déficit démographique ?» Oui, parce que, si vous voulez, ça c'est un sujet passionnant aussi. La réponse, elle est plutôt non. Hein. La réponse, elle est non. Après, il y a ça, vous répondez à ma deuxième question. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les opinions publiques aussi se positionnent par rapport... Non, c'est ce que je vous disais, en fait. Pardon. Je me suis mal expliqué. Non, c'est moi qui me suis mal... Non, les gens répondent plutôt non, que ce n'est pas une solution. Mais... de toute façon, on peut répondre que c'est une solution, parce que c'est une vraie solution. On ne laisse pas un territoire désert. Mais ce n'est pas une réponse satisfaisante que de dire il suffit de le remplir avec des gens qui arrivent. Oui, la question, c'est une vraie solution, ça ne veut pas dire que ce soit une bonne solution. Moi, je pense que c'est une solution que l'on présente et que les Français ressentent. En Italie, c'est pareil. Comme vous me présentez, en fait, la solution à un problème, c'est un problème de plus. Alors, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, justement, c'est que le recours à l'immigration, c'est quelque chose, par rapport au déclin démographique, c'est quelque chose que l'on entend depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, et avec notamment une partie même des dirigeants de droite, hein, je me souviens d'Alain Juppé, très allant sur cette question. Est-ce que, précisément, il n'y a pas eu, là aussi, un problème, ne paye-t-on pas un problème qui est de donner... En fait, de donner toutes les conséquences, de présenter toutes les conséquences que pourrait avoir justement une immigration qui viserait, pardon de dire ça comme ça, mais à remplacer ou en tous les cas à remplir ceux qui ne sont plus là. Oui, en fait, puisque vous y faites référence, mais la querelle sur le grand remplacement est le résultat, dans la confusion que représente la formule, est le résultat d'une société, quand elle s'y intéresse à cette notion-là, qui est perdue, qui ne sait pas comment formaliser, conceptualiser ce qui se passe. Il ne faut pas se plaindre si ensuite des idées farfelues circulent. Moi, pour ma part, je parle de recomposition ethnoculturelle. Le grand remplacement, c'est l'idée d'un plan. Il n'y a pas de plan, évidemment. Hein. Mais le fait qu'il y ait une recomposition... La question qui a pu faire penser, puisque dans le politique, moi, je sais que c'est très décrié, mais c'est que souvent, par exemple, c'était l'Union européenne qui poussait à des politiques très contraceptives et donc objectivement antinatalistes ou pro-IVG, et d'un autre côté qui disait mais de toute façon il y a une solution, c'est l'immigration. C'est ce qui a pu faire penser, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il y avait un plan. Mais c'est en tout cas une idéologie. Je veux dire, ce que je précise, c'est que il y a de facto quelque chose que les gens voient bien, qui est ce que moi j'appelle la recomposition ethnoculturelle. De toute façon, ça se voit. L'INSEE le documente aussi, d'ailleurs, et l'INED, etc. Donc, ce ne sont pas des idées farfelues, ça. C'est dans le plan qu'il y a l'idée farfelue. Mais encore une fois, c'est parce que rien n'est dit. Effectivement, la plupart des politiques, moi je suis tout à fait estomaqué d'observer cela, depuis longtemps d'ailleurs, la plupart des politiques et des chefs, n'ont pas en réalité ce qu'on pense qu'ils avaient, c'est-à-dire une conscience historique de ce que c'est qu'être chef d'État, chef de gouvernement, chef d'un pays, c'est-à-dire quand même, c'est une nation, c'est un peuple, il y a une histoire, il y a une culture, et vous ne dites pas à un moment donné, ah ben tiens, ils font plus d'enfants, on va importer des vivants pour combler les non, surtout qu'il y avait le discours de Boumedienne dans les années 60 qui disait que de toute façon, il y allait avoir une bombe démographique qui allait venir du Sud.
Oui, mais on le sait depuis longtemps, ça. Moi, j'ai maintenant, avec l'expérience, on peut le dire, j'ai posé il y a longtemps, il y a 30 ans, la question à un homme politique sur les problèmes de la démographie qui n'avait pas l'air de les intéresser beaucoup. Et il m'a répondu à toute sincérité et spontanément, écoutez, nous, politiques, nous ne posons pas les problèmes que nous savons ne pas pouvoir résoudre. Donc, c'était une forme de réponse. Il y a une fatalité. Et pourtant, dans l'histoire, le déclin démographique, le déficit démographique, c'est quelque chose que la France a connu depuis la fin du XVIIIe siècle, tout au long du XIXe siècle, début du XXe siècle, et c'est une question qui a été momentanément résolue au milieu du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi que c'est quelque chose qui peut c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, le regain démographique qui nous sort de la situation de l'entre-deux-guerres. Mais c'est d'ailleurs la conséquence, peut-être on ne le rappelle pas assez, mais des premières mesures qui sont prises dès les années 30, avant même, avant même le gouvernement de Vichy, et après reprises par la coalition, on pourrait dire, De Gaulle et les communistes. Absolument. Qui s'entendent sur cette question-là aussi. Mais bien sûr que ce sont des choses qui sont possibles. Alors, je ferai 2 commentaires rapides, mais d'une part, il faut que ça s'inscrive dans un contexte historique de progrès, de croissance, de projet. Enfin, c'est quelque chose qui vous porte et non pas l'idée de finir son existence vaille que vaille. On s'en sort plus ou moins. De toute façon, c'est la fin. Il reste plus beaucoup de temps et on tiendra bien encore quelques années. Ça, c'est un peu ce que je ressens beaucoup dans notre société. Et c'est effrayant parce que les conséquences peuvent être très tristes. Donc, il faut une mobilisation générale de ce point de vue-là, de l'esprit et des gouvernants. Mais il ne faut pas quand même laisser de côté le fait que, du point de vue purement démographique, il y a des situations qui sont irréversibles. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand l'Italie est à 1,1 18 en taux de fécondité, pas tout à fait 1,2, ça veut dire qu'il y a très peu de filles qui naissent. Et donc, il n'y aura pas de... C'est impossible. Question peut-être... mais peu explicite, mais alors que elle semble être quand même dans pas mal d'esprits ou implicite. Est-ce que, par exemple, la PMA et ce genre de technique peut être un moyen de pallier pour moi, oui. Enfin, pour moi, c'est un moyen qu'il faut utiliser pour des tas de raisons d'ailleurs. Ça répond aussi à des souffrances, à des manques, à des difficultés diverses et variées, à des attentes. C'est la vie que l'on souhaite et qui ne vient pas. Donc pour moi, ça répond à des situations particulières qu'il faut vraiment considérer. Et ça n'est pas une source quantitativement contributive, si vous voulez. Hein. Mais ça fait partie de cette mobilisation de la société dont je parlais. Et ça passe par là aussi. Hein. À la Fondation, nous avons fait une note. Alors c'est un peu sinistre ce que je vais vous dire. On a fait une note antérieurement, il n'y a pas très longtemps, sur l'ectogenèse. Les travaux qui sont menés dans le monde sur la production au fond d'enfants en batterie industrielle. Autre débat et autre débat éthique à venir. Une question intéressante dans votre enquête porte sur les personnes qui désirent des enfants et qui n'en ont pas pour des raisons autres que l'âge et la santé. Alors quelles sont ces raisons ? Une bonne partie des réponses, des répondants nombreux se retrouvent dans la catégorie raisons personnelles. Parce qu'on ouvre cette catégorie, elle a beaucoup de succès. Quelles sont ces raisons personnelles ? Alors, il y a des raisons qui sont, moi je crois, multiples, mais il y en a qui sont un peu inavouables. Que quand vous avez le sentiment que les enfants vont, vous le pensez, vous compliquer la vie, parce que vous ne voyez que cet aspect-là, c'est pas facile à dire. C'est des choses qu'on sent, même s'il n'y a pas un discours normatif, on peut pas dire, on n'a pas un discours familiariste. Hein. Alors, comme il y a plein de choses... Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est là justement pas un problème ? Est-ce que c'est très intéressant de dire on n'a pas un discours familiariste ? Est-ce que on n'a pas été victime d'un terrorisme intellectuel qui est de se dire il faut pas être familiariste ? Oui, la famille, je vous hais, etc. Family Life aussi, un film qui a marqué ma génération, par exemple, Family Life. Ce sont des... alors le problème, c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire par là, vous soulevez un problème très, très intéressant de ce point de vue-là. Ce sont des réalités aussi
les problèmes familiaux. Et la famille nocive, ça existe aussi. Et la critique de la famille, c'est nécessaire aussi. Et cela, comme sur d'autres choses, nous devions le faire, nous l'avons fait, mais sans mesure, au fond. C'est comme la critique de la reproduction à l'école. Oui, c'est à faire, mais quand ça devient la critique quasiment de l'excellence académique, parce qu'elle est socialement inégale, largement, oui, et c'est indépassable à mon avis, alors ça va pas. Donc c'est toujours cette espèce de point d'équilibre. La connaissance amène à la critique, et la critique librement s'exerce sur tous les objets, et tous les objets sont susceptibles de subir la critique. Mais là, on a vraiment eu une sorte de vulgate qui discrédite la forme familiale. J'ai même vu dans un journal, dans Le Monde, à la page du Monde, une critique de Sterrin, qui était donc bien sûr considéré comme d'extrême droite, fervent catholique, père de 5 enfants. On avait l'impression qu'on allait nous faire clignoter le chiffre de 5. Moi, je suis d'une famille de 5 enfants d'ailleurs, donc je ne sais pas quelle est la conséquence de ce genre de choses. Je n'ai pas 5 enfants, mais je suis d'une famille de 5 enfants. Et là, je me disais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir des enfants est déjà stigmatisant et a des conséquences idéologiques qu'il faut déduire. Vous voyez, c'est un peu ça c'est plus qu'excessif, c'est même un peu ridicule. Mais ça se pratique dans des journaux sérieux. Merci beaucoup. Pas forcément dans tous les journaux sérieux. Merci dans beaucoup. Des journaux sérieux. Merci beaucoup, Dominique Régnier. On salue d'ailleurs vos 4 frères et sœurs. Le défi de la natalité, une étude franco-italienne pour la Fondapol et la Fondation Magna Carta. Elle est pleine de chiffres, elle est passionnante, elle est rigoureuse, elle est riche d'enseignements et elle est à retrouver sur le site de la Fondapol. Merci beaucoup. Merci. Dans l'actualité également, la visite à venir de Benjamin Netanyahou à Washington lundi. Faut-il croire à une trêve entre Israël et le Hamas? On va poser la question à Sami Cohen, qui est l'un des plus grands spécialistes de l'armée israélienne. Question subsidiaire, faut-il croire aussi à Benjamin Netanyahou? במקורותינו כתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן והשגנו ניצחון גדול. והניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ. לצד שחרור חטופינו והכרעת החמאס, יש פה הזדמנות, חלון הזדמנויות שנפתח, ואסור להחביץ אותו. אסור לבזבז אפילו יום אחד. Bonjour Sami Cohen. Bonjour. Est-ce qu'Israël a gagné face au Hamas? Non, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas, puisque l'objectif d'il y a pratiquement 18 ou 19 mois a été d'éradiquer le Hamas. Le Hamas n'est pas éradiqué. Il est affaibli, il a perdu de nombreux hommes, il a pu recruter aussi des jeunes militants. Le Hamas résiste. Il a réussi à faire en sorte qu'Israël ne retrouve pas les otages. Donc ils sont très bien enfouis quelque part. Et c'est absolument incroyable, avec toute l'importance de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza. L'armée israélienne n'a pas réussi à retrouver les otages. Elle ne sait pas dans quel tunnel ils sont enfuis. Voilà, c'est quelque chose c'est une impuissance absolument remarquable. Est-ce que finalement Israël est tenu en échec sur cette question des otages, comme Israël l'avait été dans sa guerre contre le Hezbollah en 2006, qui avait commencé par justement l'enlèvement de soldats israéliens? Oui, en 2006 c'était ça, sauf que à l'époque le gouvernement israélien et l'armée israélienne envisageaient une guerre très très courte, avec des frappes très précises, et en fait ça a duré beaucoup plus longtemps. Et la guerre, cet échange guerrier s'est arrêté du fait de la pression des États-Unis, qui ont souhaité qu'à un moment donné, Israël arrête. Mais là, on est dans un contexte tout à fait différent, malgré souvent, à une certaine époque, les pressions de Biden, voire même de Trump. Le Premier ministre n'est pas prêt à un accord de cessez-le-feu avec le Hamas,
qui conduirait à une situation où le Hamas pourrait crier victoire. Il faut, en fait, ce qui rend très difficile la solution, c'est que chacune des deux parties veut pouvoir se retrouver un jour en train de crier victoire à son camp. Et ça, c'est pas possible. Ce sera ou l'un ou l'autre. Ça peut pas être les deux. Il y en a mort. Que peut-il, puisque vous en parliez, que peut-il se passer à Washington lundi? Donald Trump semble vouloir une trêve, donc Netanyahou, vous nous dites, ne la veut pas parce que c'est trop risqué en termes d'affichage pour lui. Que peut-il se passer? Alors que peut-il sortir de cette entrevue de Washington? On ne sait pas très bien. Il est évident qu'il va y avoir... en fait, deux sujets majeurs. Ça va être d'un côté l'avenir des relations avec l'Iran, le nucléaire iranien. Et là-dessus, c'est un sujet extrêmement sensible pour Israël. De l'autre côté, la question de relations avec le Hamas et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est une question qui n'est pas non plus résolue. Et je crois que là, au fond, les deux vont essayer de s'harmoniser, de trouver un terrain d'entente. Il y a des réelles divergences entre eux. C'est pas gagné. Sur quel point il y a des divergences et sur quel point Trump peut imposer sa volonté à Netanyahou? Si je vous donne l'exemple de Gaza, Trump souhaiterait que Benjamin Netanyahu mette un peu d'eau dans son vin et se dirige vers un compromis avec le Hamas. Et c'est quelque chose, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pour Benjamin Netanyahu, mais pas seulement pour Benjamin Netanyahu, pour n'importe quel dirigeant israélien, terminer cette phase guerrière avec une situation qui permettrait au Hamas de reprendre possession de la bande de Gaza et donc d'être en mesure, au bout d'un certain temps, de reprendre l'offensive contre le territoire israélien. Ça, c'est quelque chose d'intolérable pour les... Non seulement pour la droite israélienne, pour l'ensemble des Israéliens. Question subsidiaire, Sami Cohen, et après on continuera justement à tirer les leçons de cette guerre contre le Hamas, mais est-ce que, par exemple, si Netanyahou obtenait d'une manière ou d'une autre, par la force, par la négociation, la libération de l'ensemble des otages, alors est-ce qu'à ce moment-là, l'idée d'une trêve pourrait être envisageable? Écoutez, il y a une chose très simple. La libération des otages ne se fera pas simplement. Le Hamas a très bien mis ses conditions. Il faudrait qu'Israël se retire totalement de la bande de Gaza et qu'il y ait un engagement, une garantie américaine comme quoi Israël, une fois que les otages seraient libérés, ne revienne pas pour attaquer de nouveau la bande de Gaza. Bon, et ça, pour Netanyahou, ça veut dire qu'il a perdu, c'est-à-dire qu'il y a en fait 19 mois de guerre pour rien. Tuer ou laisser vivre, c'est le dilemme d'Israël, c'est le titre de votre livre, il est absolument passionnant. Est-ce le dilemme, à l'heure actuelle, encore pour quelqu'un comme Netanyahou? Pour Netanyahou, de moins en moins. C'est absolument évident. Et je dirais même, pas seulement pour Netanyahou, pour l'ensemble de l'armée israélienne, dans Gaza, ça l'est de moins en moins. Tuer ou laisser vivre, j'ai choisi ce titre pour montrer un peu comment, normalement, dans une situation de guerre asymétrique où une armée d'un pays démocratique doit combattre dans une zone peuplée où il y a des civils, où chaque soldat doit faire attention. Est-ce que la personne qui s'approche de lui, est-ce que c'est un combattant ou est-ce que c'est un civil? Ces hésitations ont complètement disparu depuis le 8 octobre. On voit une armée qui n'hésite plus à tirer, qui ne se pose plus la question. Est-ce que c'est un civil innocent ou est-ce qu'un membre du Hamas déguisé en civil? Pardon, je vous pose la question brutalement, Sami Cohen, mais est-ce que ça veut dire que Tsahal a banalisé et a théorisé le crime de guerre? Non, je ne dirais pas ça de cette manière-là. Elle a commis Parce qu'entre la bavure et le crime de guerre, elle a commis à plusieurs la frontière est ténue. Elle a commis à plusieurs reprises des crimes de guerre. Ça c'est absolument évident, parce que le droit international exige d'une armée en guerre
qu'elle fasse tout son possible, c'est pas toujours possible, mais qu'elle fasse tout son possible pour préserver la vie de civils innocents. Ça n'a pas été fait. Si on prend la première phase de rage, de réaction très violente, qui a été de bombarder immédiatement pour essayer de cibler le maximum de responsables et de commandants du Hamas et du djihad islamique. Là, l'armée israélienne n'a pris pratiquement aucune précaution. Il y a souvent, pour tuer un commandant important du Hamas, l'armée se permet de tuer 100 civils. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'armée israélienne, même pas pendant la phase de la deuxième intifada, qui était une phase très dure. Alors justement, vous ouvrez votre ouvrage par le 7 octobre, car vous écrivez qu'Israël n'a jamais connu d'attaque aussi meurtrière que cette attaque du 7 octobre. Vous mettez en parallèle d'ailleurs de ce drame la riposte israélienne sur les sites du Hamas afin de faire émerger la problématique suivante, je vous cite, « Où est la vérité ? Israël se trouve-t-il du côté des démocraties qui s'efforcent de respecter la morale de la guerre, la morale que vous mettez entre guillemets d'ailleurs, ou au contraire des États qui la violent systématiquement ?» Votre réponse ? Elle l'a été pendant plusieurs années. Pendant, disons, à partir des années 1960 jusqu'à la deuxième intifada, oui, c'était, on voit, je donne une quantité d'exemples qui montrent que l'armée israélienne et la société israélienne sont de plus en plus sensibles au droit international, aux questions morales, aux questions de droits de l'homme, à la préservation de la vie des civils. Tout ça va commencer à s'effriter avec le terrorisme de la deuxième intifada. On voit une société dérivée à droite, encourager des mesures dures de rétorsion. Mais malgré tout, je dirais que même pendant la période de la deuxième intifada, vous aviez une armée qui faisait attention. Elle faisait attention pourquoi ? Elle faisait attention à quoi ? Elle ne voulait pas que ses officiers soient traduits devant des tribunaux internationaux. Donc elle prenait des mesures de précaution. Lorsqu'il fallait, pendant la deuxième intifada, lorsque des unités combattantes ont demandé un appui aérien lorsqu'elles sont entrées dans la ville de Jenin en 2002, le ministère de la Défense a dit non, je ne donnerai pas cet appui aérien parce que nous ne bombardons pas des sites civils. Vous voyez à quel point quand même il y avait une certaine prudence, une certaine retenue. Tout ça a volé en éclats le 8 octobre. Un des principes de la stratégie de sécurité d'Israël, néanmoins, expliquez-vous, dès 1948, et je vous cite, qu'Israël ne pouvait se permettre de perdre une seule guerre, qu'une défaite signerait sa disparition. Est-ce que d'ailleurs, question subsidiaire, est-ce que c'est ce qui explique aussi ce jusqu'au-boutisme de Netanyahou, ou plus exactement l'adhésion d'une partie de l'opinion israélienne à ce jusqu'au-boutisme ? Écoutez, l'adhésion de la société israélienne tient au traumatisme du 7 octobre. Je veux dire là, mais il faut le préciser. Il faut préciser qu'il y a un ras-le-bol dans la société israélienne du Hamas depuis le désengagement d'Ariel Sharon en 2005. Il avait retiré l'armée israélienne, il avait fait évacuer les colons, il avait restitué le territoire de Gaza, et les gens se disent mais à quoi bon ça a servi, puisque le Hamas continue à tirer des missiles sur nos civils. Donc il y a véritablement un ras-le-bol, et déjà en 2008, lors de d'une opération assez sévère... Y compris dans la gauche israélienne ? Pardon ? Y compris au sein de la gauche israélienne, cette exaspération par rapport au Hamas ? Au moment de plan durci, en 2008-2009, oui, la gauche israélienne, même le parti Meretz, soutient une réplique très forte contre le Hamas lors de l'opération de plan durci, parce qu'il y avait à cette époque-là une exaspération de ce que envers le Hamas et de ses modes opératoires. Et c'est très intéressant que vous citiez plan durci, parce que c'est à ce moment-là aussi que naissent les premières accusations contre Israël sur les accusations de génocide. Vous vous prononcez en défaveur de la qualification de génocide de l'action militaire israélienne sur Gaza. Vous écrivez « La prudence s'impose » et vous continuez « Cette accusation est dépourvue de fondement. Répéter inlassablement une idée fausse n'en fait pas un fait vrai. » Est-ce que, justement... Comment est-ce que vous ne comprenez pas quand même Est-ce que vous ne comprenez pas ces accusations aujourd'hui ?
c'est pas que je ne comprends pas, c'est que ce que je dis simplement, que l'accusation de génocide n'est pas démontrée. Il faut la démontrer. L'accusation de génocide... Il y a des déclarations quand même de plusieurs dirigeants israéliens qui veulent l'éradication de la population de Gaza, quand certains disent même l'éradication du peuple palestinien. Oui, bien sûr. Mais un génocide... d'après la Convention de répression d'actes de génocide, implique qu'il y ait une intentionnalité d'éradiquer une partie ou tout un peuple. Bon, il faut prouver l'intentionnalité. Alors vous dites, il y a un certain nombre de leaders politiques, généralement ce sont des leaders politiques d'extrême droite, qui ont tenu des propos totalement inadmissibles. L'un d'entre eux a même dit qu'il fallait balancer une bombe atomique sur la bombe de Gaza. Mais il faut dire une chose, c'est que les gens ne comprennent pas la situation de la société israélienne. Ces gens-là ne prennent pas part à la décision de partir en guerre et de gérer la guerre. La gestion de la guerre se fait dans le cabinet de guerre qui est présidé par le Premier ministre, qui comprend un certain nombre de ministres, très peu, qui sont des hommes de confiance, et des militaires. Mais c'est pas en se basant sur des déclarations de gens irresponsables qu'on peut dire qu'il y a une intentionnalité. C'est faux. Il ne nous reste plus qu'une dizaine de secondes. Vers quoi se dirige Israël, Sami Cohen ? Écoutez, c'est une question importante, énorme, vague. Si on prend le cas de... L'avenir de la... Si vous voulez, est-ce qu'il y aura un jour une paix ou pas? Je suis, franchement, contrairement à beaucoup de collègues et beaucoup de journalistes, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que ni les uns ni les autres ne sont prêts à ça. La société israélienne n'est pas prête à rétrocéder la Cisjordanie parce qu'elle veut avant tout la sécurité. Et la paix, c'est pas forcément la sécurité pour elle. Merci beaucoup. Et c'était pourtant le slogan de Benjamin Netanyahou la première fois qu'il a été élu. Paix et sécurité, tuer ou laisser vivre. Israël et la morale de la guerre, c'est un livre passionnant parce que nuancé parce qu'il raconte la complexité de la réalité de l'histoire. Et vous venez de l'entendre, ça vaut vraiment le coup de le lire. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Sami Cohen. Merci bien.